Marchons la main dans la main. Où est la porte de cette maison? Elle là? C'est là la porte du porte, certainement. Janvier 2024. 80 ans après, 3 anciens enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Claude, Albert et Nicolas, retournent à l'endroit où ils ont trouvé refuge. La maison des enfants juifs de Moissac en Tarn-et-Garonne représentait ce qui s'approchait le plus d'un foyer en ces temps douloureux. C'est l'occasion pour nos témoins d'évoquer leur passé et de transmettre leur mémoire à des élèves venus les écouter. Le chant va guider cette transmission tout au long de leur parcours dans les rues de Moissac. On a la chance d'être accompagné par Eugénie, que je vous présente ici. Alors Eugénie qui est une chanteuse lyrique, donc qui va nous accompagner en musique tout au long de ce parcours. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir et vous allez le comprendre le long du parcours, la musique tient une place absolument primordiale dans la maison des enfants. Et évidemment, je compte sur vous pour leur poser des questions. Sachez qu'ils viennent de loin, exprès pour vous voir, ils viennent de Paris. Alors, les jeunes, je vous présente Jean-Claude. Les parents de Jean-Claude s'appelaient Chata et Bouli-Simon. Donc je m'appelle Simon. Donc Jean-Claude s'appelle Simon et leur fils. Vous avez ici Albert Perelman qui va nous suivre tout au long du parcours et qui va le découvrir avec vous également. Donc Albert, il a une trajectoire différente de celle de Jean-Claude, à savoir qu'il n'est arrivé à la maison des enfants qu'à partir de 1945. On reviendra avec lui dessus tout à l'heure, si tu le veux bien Albert. Il n'y a pas de problème. Et enfin Nicolas qui est présent également parmi vous et qui fait partie des enfants cachés pendant la guerre à Moissac, avec encore une trajectoire différente. N'oubliez pas Moissac. Mon problème, c'est la transmission. Donc, est-ce qu'on transmet les enfants des enfants de Moissac? Il n'y en a pas qui le prendront. Ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas, et peut-être que leurs parents n'en ont pas parlé. J'ai été, il y a 1 ou 2 ans, à Sept-Fonds, faire une causerie à des élèves, et je leur ai posé une question. Vous savez, actuellement, ce que je vais vous raconter, c'est comme si je vous parlais du Moyen-Âge, pour vous. Est-ce que, ici, je ne sais pas, il y avait une centaine, je ne sais pas combien il y en avait, est-ce que quelqu'un s'est déjà lavé sur son évier de cuisine? Me regardez, je me dis, à l'époque, on se lavait dans un évier de cuisine. On prenait des douches 1 fois par semaine à la douche municipale. Et ici, je crois qu'à Moissac, c'est 1 fois par mois à la douche qu'on allait ici. Je ne crois pas que c'est toutes les semaines. Enfin, je n'ai pas ce souvenir-là. Ce que nous, personnellement, on a ressenti, c'est pas transmissible, ça. C'est des paroles seulement, c'est une histoire. Le problème, c'est la transmission. Alors, on espère transmettre à des Moissagais qui continueront la maison de Moissac. Et donc en 1939, les éclaireurs israélites de France, et notamment Chata et Bouli-Simon, dont je vous reparlerai plus tard, sous l'impulsion d'un homme qui a fondé les éclaireurs israélites de France, qui est un mouvement scout, et qui s'appelle Robert Gamzon, ils vont décider d'ouvrir 6 maisons dans le sud de la France pour pouvoir accueillir des enfants, notamment ces enfants d'immigrés qui sont souvent très pauvres, qui ne parlent que très peu français, et il faut bien le dire, dont personne ne se soucie. Et bien, les éclaireurs israélites de France, ils vont décider d'accueillir et de protéger ces enfants. Ça me paraît plus petit que c'était, oui, effectivement. Ils nous ont dû fermer là. En fait, c'était une grande pièce. Alors, les petits, nous, on dormait là. Dans le dortoir à côté, il y avait 6 lits. Et ça, là, après Ça, c'était notre dortoir. Hein? Notre dortoir, il était là à côté, oui. C'est la chambre, c'est là. Les filles étaient de l'autre côté et il y en avait au-dessus. Mais les grands étaient avec les grands et les petits avec les petits. Sauf après où le scoutisme a pris son ampleur, après ça, et où on a dormi, on a eu des activités en patrouille. C'est-à-dire 8, le chef de patrouille, le sous-chef et 6. Et chacun s'occupait du plus petit qui était derrière lui. Mais autrement, non, les grands couchaient avec les grands, les petits avec les petits, nous les petits, Albert, etc., on dormait là. Par contre, je ne me rappelais plus qu'il y avait une cheminée. Il y avait une cheminée dans chaque chambre. Oui, mais là, je ne me rappelle plus qu'il y avait ça. Enfin, c'est extrait d'un film, La passante du sans souci.
de pauvres mon village qui s'enfuyait de Varsovie, de Berlin, de Russie, pour venir vivre libre à Paris. Qui vous a conduit à Moissac? Comment? Qui vous a conduit à Moissac? Mes parents. Moi, en tout cas, Albert, il vous le dira. Moi, c'était mes parents puisqu'ils ont ouvert la maison. Donc le 5 décembre 39, j'étais ici. Alors moi, si tu veux, je ne sais pas comment je suis arrivé à Moissac, j'ai plus le souvenir. Mais quand je suis arrivé à Moissac, j'ai découvert le paradis par rapport d'où je venais. Quand j'avais 5 ans, mais avant, je ne me rappelle pas grand-chose. Je me rappelle que j'étais un petit enfant normal, je pense si. J'ai une demi-sœur qui m'a dit que quand j'avais 3 ans, je parlais le français, avec le vocabulaire français, le yiddish et le polonais. Et depuis, je parle à peine le français maintenant. J'ai oublié le reste. Moi, j'avais demandé s'il y avait une routine à la maison. Il y a une routine comme dans tous les groupes. Il y a une routine, le petit déjeuner le matin, le volet, c'est exactement la même chose. Seulement, lui, vous êtes 1 ou 2, ben on est 40. C'est pareil. On était dans un château fort. C'était la limite, le fossé, c'était la barrière. On ne sortait pas, on n'avait pas envie de sortir. C'était de la terre, donc on jouait au ballon prisonnier, on jouait à des choses comme ça. Ici, on faisait les pluches, on triait les lentilles. À l'époque, on triait les lentilles, il y avait des petits cailloux dans les lentilles. On faisait les pluches, on mettait la table, on débarrassait. On faisait ce que vous faites vous à l'échelle de votre famille. Mais nous, on le faisait pour une collectivité. C'était pas une colonie de vacances. Il y avait des cours de français, des cours de maths, etc. Et ça, c'était pour les plus jeunes. On enseignait, et puis il y avait le goûter dehors. Il y a une photo là-dessus où on nous voit tous dehors en train de manger. On faisait toujours quelque chose. Il n'y avait pas d'enfants qui s'ennuyaient dans un coin, jamais. Est-ce que vous avez gardé des traumatismes par rapport à ce que vous avez vécu? Un peu, bien sûr. On ne se sort pas indemne d'un truc comme ça, tu vois. Mais comme j'ai dit, on est presque normaux tous. Presque. Je crois que c'était du côté de Mont-sur-les-Mines. Au passage de la ligne de démarcation, on s'est fait attraper. Là, je sais qu'il pleuvait ce jour-là parce que c'était un soldat allemand qui me portait et j'avais mon nez sur son épaule et cette odeur d'uniforme mouillé. Quand moi j'ai été militaire, j'ai retrouvé la même chose. C'est le traitement qu'on met, le traitement anti-mite ou anti-moisissure sur les uniformes militaires. Et là, il y avait une compagnie allemande qui était là. Et j'ai appris plus tard que c'était la compagnie Das Reich qui a fait les pendus de Tulle, les Oradour-sur-Glane et toutes ces horreurs qui ont suivi. Et donc je sors un jour de chez le monsieur, là, un matin, je me vois encore, et je tombe sur un officier allemand. Oh merde. C'est lui. C'est lui. Et je tombe sur un officier allemand qui me prend dans ses bras et dit que je ressemble à son fils et me cajole comme ça. Et j'ai l'odeur de son uniforme, je l'ai encore dans le nez actuellement. Un uniforme allemand, ça sentait particulier. Et c'est la peur de ma vie. J'ai eu très très peur. Je ne savais pas que c'était la division Das Reich. Je savais que c'était des Allemands et qu'ils ne me voulaient pas du bien. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait des professeurs qui étaient interdits d'exercer dans leur université, qui vont venir jusqu'à la maison pour pouvoir donner des enseignements aux enfants. Ils vont créer ici une bibliothèque, un centre de documentation. Pourquoi je vous dis que c'est hyper important? À l'époque, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, les nazis? Ah oui, c'est brûler tous les livres, tous les ouvrages. C'est effacer toute trace des juifs, y compris de la culture juive, d'accord? Et eux, là, ils vont rentrer en résistance intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on va protéger notre culture. Et non seulement on va la protéger, mais on va aussi l'enseigner aux enfants. Parce que ces enfants-là, c'est la génération de demain, et ils sont capables de renaître des cendres de la Shoah par l'éducation. Et ça, c'est primordial. Et donc, c'est une forme de première résistance, avant même la résistance armée, qui va avoir lieu à Moissac. Une résistance culturelle juive, retenez bien ça. Le yiddish, c'est une langue qui était parlée en Pologne notamment, et on l'appelle le chant des partisans. Il a été très chanté par les résistants juifs notamment et par les combattants juifs. Von Bremen, Palmenland bis Wenzeland vor Schnee, wir kommen an min unser Peinen mit uns der Weh, und wo gefallen sie, der Spritz von unser Blut, sprotzen Wedor unser Wutze, unser Blut.
gefallen ist er Spriss für unser Blut. Schlossen Frost für uns vergore unser Mut. Ce chant est écrit avec du sang, non avec une mine. Ce n'est pas le chant d'un oiseau en liberté. Un peuple entouré de murs qui s'écroulent. La chanter, arme à la main. Un peuple entouré de murs qui s'écroulent. La chanter, arme à la main. Bravo. Bravo. Oui, merci beaucoup. Bonjour, c'était écrit très joli. Ouais. Allez, troisième chasse, on va se grouper. Ça ressemble un peu à l'allemand. Groupir. Les gens qui m'ont accueilli, il n'y avait pas d'enfants, ils étaient tellement gentils, etc., que je les voyais plus, eux, que mes parents quand j'étais dans la maison. Donc moi, j'ai pas été malheureux, j'étais très content, j'étais très heureux, j'étais un enfant parfaitement heureux. Non, faut pas se plaindre. Et la cuisine, elle était au fond. Elle était au fond, la cuisine. Avec les colomats, c'était au fond. Oui, avec la porcherie qui était détruite. Il y avait un cochon, on avait un cochon. Ici, oui, au fond, la cour avec tous les déchets. Ah, je n'ai pas connu ça, moi. Ben si, et alors, mais on ne faisait pas de publicité pour ça. Alors il y avait le cochon, on avait passé un accord avec un charcutier. Oui, mais c'était avant que j'arrive, avant que je Oui, vienne. oui, non, c'était d'accord. 41, 40, 41, 42. Et donc on nourrissait le cochon, et puis il tuait le cochon, et il nous donnait de la nourriture, mais on ne touchait pas au cochon, monsieur, s'il vous plaît. Mais c'était un cochon cachère, alors. Cachère complètement. Il faisait les prières et tout. Non, mais c'était rigolo, parce que nous, on faisait cachère, machin, et le cochon était au bout. Et vous vous rappelez de mon petit chien, Kelef? Kelef, Mon oui. petit chien. Alors non, ça, ils ont construit là-dessus, parce que la cour, elle était beaucoup plus grande, on allait au fond. Quand je suis revenu ici, j'ai continué à aller au collège. Ouais, ça n'a pas changé beaucoup. J'étais dans des chambres avec d'autres gens, mais l'ambiance était quand même différente. Le moulin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y avait l'eau chaude à tous les étages, des cabinets de toilettes dans les cabines, dans les chambres. C'était moderne, c'était grand. Il y avait une bibliothèque immense, il y avait une lingerie, il y avait, on faisait du sport dehors. Non, le moulin, ça a été... Et les petits étaient restés là, nous les grands, on était très très bien. Et au troisième, il y avait aussi les filles. Les gars, on ne s'est pas trompé de maison. Non, non. Ce 4 ans, on reconnaît bien. Je ne reconnais pas, là. Quand je me dis pourquoi j'ai fait, moi, les films que j'ai eu envie de faire, que j'ai réalisés autour de la Shoah, autour de la mémoire, autour des Juifs, le fait de faire un film sur moi, Sac, dont le titre est J'avais oublié, c'est une manière de rappeler l'histoire, rappeler la mémoire et de la reconstituer aujourd'hui. Je me rappelle, mais ne me souviens de rien. Il n'y a pas un événement précis, ni malheureux, ni... Je vais vous faire une confidence. Après tout ça, moi j'avais une spécialité, c'est que je faisais pipi au lit. On était dans des chambres collectives et ça me semblait pas une souffrance, un inconfort. Les autres se bougeaient et moi je me réveillais en ayant fait pipi au lit et j'étais pas content de ça. C'était ni une honte, mais c'était une injustice. Voilà, une injustice. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler à l'école ou même autour de nous. Et le fait que vous soyez avec nous ou qu'il avait vécu, ça peut nous plonger plus dans ce sujet-là et nous en apprendre plus, surtout avec vous, du coup, qu'il avait vécu, alors que les professeurs, ils s'y connaissent, mais ils n'ont pas vécu directement, quoi. Nous sommes des archives vivantes. C'est ça. Bravo, continuez. Un jour, j'ai eu très mal aux yeux et l'ophtalmo m'a examiné et m'a dit « Il y a une larme au fond de votre œil ». Ça m'a enchanté. Et donc, il y a sûrement un fond de mélancolie, de tristesse au fond de moi que je dis « Je fais le son de la tartine ».
c'est sûrement une manière de me permettre d'accompagner ce qui quand même a été une vie de con, quoi, de ne plus avoir privé de ses parents dès l'âge de 3 ans, eux qui ont vécu tout le malheur qu'ils ont vécu, leur disparition, leur mort, la séparation avec leurs enfants, etc. C'est vraiment une saloperie. Donc, en contre-champ, j'ai plutôt choisi l'option on va en rigoler. Maudit sois-tu, Babylone, que Dieu fait à vous mon malheur, de la fin du jour à la cloche qui se pose, et les marrons carillonnent plus tard. Est-ce que vous connaissez un petit peu la pratique juive? Non? Tous les vendredis, on prépare ce qu'on appelle Shabbat. Ça, vous en avez entendu parler des Shabbats? Et à la Maison des Enfants, ce Shabbat, c'est primordial dans la philosophie des éclaireurs israélites de France. Souvenez-vous aussi qu'on est dans la sauvegarde des préceptes juifs et de la religion juive. Donc tous les enfants, tous les vendredis, vont au bain. C'est aussi le seul moment de la semaine où ils peuvent changer de vêtements. Et on est pendant la guerre, hein, d'accord? Donc voilà. Et figurez-vous que ce qu'ils font, ces enfants, c'est qu'ils partent de la maison des enfants, ils arrivent jusqu'au bain et ils chantent à tue-tête, lève la tête, peuple d'Israël, dans les rues de Moissac. Hein, Nicolas, tu confirmes? Je confirme. Alors imaginez les Moissagais qui continuent à vaquer à leurs occupations pendant qu'il y a des enfants juifs qui chantent à tue-tête dans les rues, lève la tête, peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez vraiment que les Moissagais pouvaient ignorer qu'il y avait des enfants juifs qui se baladaient et qui vivaient dans les rues de Moissac? Tout le monde sait qu'il y a des juifs ici et personne ne dénonce les juifs. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je vous dis que les chants sont essentiels dans la vie des enfants de Moissac? C'est aussi une manière de faire cohésion. Ils vont créer une grande chorale et cette chorale va continuer à exister après-guerre. Ils vont même se produire en Israël ou au Capitole de Toulouse, etc., etc. Tellement cette chorale est réputée. Je vais vous chanter donc l'original de ce chant qui a été écrit par Handel, qui est un compositeur de l'époque baroque, en 1790. C'est un chant de victoire où il y a 3 chœurs qui se répondent. Il y a le chœur de la jeunesse, le chœur des vierges et le chœur des Israélites, le chœur complet. Je ne vais pas vous faire toutes les reprises, comme ça je le ferai aux autres. See the conquering hero comes, sound the trumpets, beat the drums, spouse prepare, the laurel bring, songs of triumph to him sing, spouse prepare, the laurel bring, songs of triumph to him sing. See the godlike youth advance, breathe the flutes and lead the dance, myrtle wreaths and roses twine, today the heroes rule divine, myrtle wreaths and roses twine, today the heroes rule divine. Bravo! Et donc, Bravo! Lettre de Monseigneur Théas, c'est un modèle d'humanité. C'est un modèle d'humanité en cela qu'elle dit, nous, chrétiens, il nous est intolérable que des gens soient torturés, soient déportés parce qu'ils sont juifs. Critique l'Église catholique sur ce sujet, on a tort, il y a des gens qui se sont conduits d'une manière remarquable. sachez également que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de rafle à Moissac et qu'il n'y a pas eu de victimes parmi les enfants à Moissac. Pour mémoire, 11 000 enfants ont trouvé la mort
11 000 juifs. Et cette histoire, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a eu des gens qui ont risqué leur liberté et leur vie pour sauver des gamins. Vous vous souvenez, on a laissé la maison des enfants se fermer en 1943. Sachez qu'elle va réouvrir, cette fois au Moulin, dès 1945. D'accord? Dès 1945, il va falloir accueillir tous ces enfants de la Shoah, tous ces pupilles qui malheureusement ont perdu leurs parents. Et Moissac va continuer à les accueillir jusqu'en 1951, date à laquelle le moulin va fermer, mais l'œuvre va continuer dans la région parisienne. Aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit, c'est quelque chose, je pense, que vous ignoriez sur votre propre ville. Le message, on vous l'a transmis. Et j'aimerais maintenant que vous, à votre tour, vous soyez en mesure de le transmettre. Nous marchons dans la nuit profonde, la main dans la main, écoutant le soleil du monde, la main dans la main, respirant la poussière ardente, la main dans la main, oublions le sac, la soif et la faim, marchons la main dans la main. oublions Le sac, la soif et la faim, marchons la main dans la main. un dernier adieu, le soleil au déclin, marchons la main dans la main. Un dernier adieu, soleil au déclin, marchons la main dans la main. Non, c'est pour vous, franchement. Eh bien, je te l'offre. Tu me fends le cœur. Bravo. Merci Nicolas. Merci Bravo. beaucoup. Bravo. Bravo, c'est formidable. Bon, ben je le C'est un message qui était fait plutôt que... Oui, aussi.